Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Écoutez, merci à tous, d'être présents pour ce webinaire, que nous faisons, entre Workello et Flobo, sur le onboarding, comment impliquer, les managers pour rendre l'intégration finalement efficace. Heu, Avant de nous présenter, 2 petits mots d'introduction très rapidement. L'enjeu pour nous, hein, c'est surtout de répondre à un certain nombre de sollicitations qu'on a pu avoir, aussi bien côté Workello que côté Flobo, de la part des différents services RH sur la difficulté qu'ils éprouvent, finalement, à vraiment garantir à des managers impliqués dans le processus d'intégration des collaborateurs et des collaborateurs managers qui considèrent encore que, c'est le rôle des RH que de bien intégrer les collaborateurs et que finalement c'est pas trop leur sujet à eux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire, avec Eugénie. L'enjeu pour nous, c'est d'avoir un webinaire court, efficace. On est sur, 30 minutes. N'hésitez pas, il y aura bien un temps dédié, pour vos questions à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas sur le chat à mettre tous vos commentaires, vos questions, et on y répondra avec, grand plaisir. Et avant de commencer, donc Eugénie, je vais te laisser te présenter. Bah oui, merci beaucoup Jonathan. Bonjour à tous, merci, de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc, je suis Eugénie, account manager, chez Workello. Alors Workello en quelques mots, Workello est une solution, RH dédiée à l'expérience, d'intégration, mais aussi de mobilité et de départ des collaborateurs et dont l'objectif, est d'apporter une expérience, mémorable, à chaque employé et dans toute sa vie dans l'entreprise. Donc, mon but aujourd'hui, est d'apporter mon expertise sur la partie intégration et donc, comme tu le disais Jonathan, en particulier sur l'importance de l'implication des managers, dans la bonne intégration des collaborateurs. Donc au programme de ce webinaire, donc pourquoi on va essayer de comprendre pourquoi les managers sont souvent, si peu impliqués. Pourquoi, c'est important, de ne pas négliger un onboarding, pourquoi c'est important pour l'entreprise, mais aussi pour le manager et enfin on essaiera de voir des solutions pour, comment faire en sorte de les engager réellement, avec des leviers, opérationnels. Alors, pour expliquer déjà, un peu, enfin, pour voir un peu la situation, un chiffre à partager, 19 des, nouvelles recrues n'ont reçu aucun contact avec leur future entreprise avant le jour J. Et donc ça, on en a parlé avec, Jonathan, notamment dans le cadre de la préparation de ce webinaire. C'est vrai que, on parle beaucoup d'intégration, mais il y a aussi une phase qu'on appelle la phase de pré-boarding, qui est la phase qui va suivre finalement l'acceptation de l'offre, et avant l'arrivée le jour J, donc l'arrivée effective du collaborateur dans l'entreprise. On oublie souvent que, cette phase, de pré-boarding est une phase émotionnelle clé pour le futur collaborateur, qui se situe enfin, il est encore entre excitation, mais aussi doute et le silence ou le flou, qui peuvent accompagner cette phase, pourraient, faire, basculer donc cet équilibre fragile. L'absence de nouvelles, c'est clairement, un risque sur la motivation, du collaborateur qui, n'est pas encore fidèle envers sa, future entreprise. Donc c'est une phase, très fragile qu'il faut absolument, accompagner et je voulais aussi partager, cette citation qu'on entend souvent, chez Workello et je pense aussi chez Flobo. Nous passons beaucoup de temps à relancer les managers qui sont encore très nombreux à penser que l'onboarding de leurs recrues est de la responsabilité de l'équipe RH. Donc, effectivement, beaucoup de managers, ont tendance à percevoir l'onboarding comme un sujet RH, quelque chose de très administratif, voire un nice to have. Ils sous-estiment souvent l'impact direct que ça peut avoir sur leur propre performance managériale. Parce que, un onboarding efficace, ça conditionne quand même, la montée en compétences, l'autonomie rapide, la qualité de la relation manager-collaborateur et surtout, la rétention. Un frein qu'on a repéré, aussi chez Workello, c'est, la charge mentale. Les managers, jonglent souvent, avec énormément de sujets, donc des sujets opérationnels, la gestion de l'équipe, les objectifs et l'onboarding arrive souvent comme, une mission en plus, qui n'est pas forcément priorisée.
Résultat, sur le terrain, on observe souvent la même chose, des tâches, faites à la dernière minute, un accueil rapide, parfois improvisé et une première journée assez floue pour la nouvelle recrue qui peut être d'ailleurs assez déceptive. Donc ce n'est pas forcément un manque, de bonne volonté, c'est surtout que l'onboarding n'est pas intégré, dans le quotidien des managers, qui ne sont pas forcément, outillés, pour, leur simplifier un peu la vie. Et un autre frein, qu'on observe souvent chez Workello et après je te laisserai la parole Jonathan, c'est l'absence, de cadre commun. Dans beaucoup d'organisations, chaque, manager, fait un peu à sa sauce. Certains sont très impliqués, d'autres beaucoup moins. Il n'y a pas finalement de minimum attendu, clairement défini et ce que ça crée, c'est une expérience d'intégration, souvent très inégale entre les recrues, des comparaisons entre collaborateurs et des équipes RH, qui passent finalement donc, comme on l'a vu, leur temps à relancer, souvent les mêmes managers d'ailleurs. Alors, le problème, ce n'est pas les managers, c'est vraiment, le manque de repères et de normes collectives. Donc le sujet n'est pas, finalement de motiver les managers, mais, de réduire les frictions, clarifier finalement et rendre l'implication vraiment naturelle et l'impact visible. Je te laisse la parole, Jonathan. Merci Eugénie. Ben, en fait, effectivement, nous chez Flobo, c'est quelque chose qu'on accompagne beaucoup, dans les entreprises, c'est qu'on va créer le fond finalement, et c'est ça qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'on crée, un parcours d'intégration qui garantit justement, à la fois aux managers, et aux collaborateurs, une acquisition progressive des compétences requises pour amener à, ce que tu disais Eugénie, cette fameuse autonomie. Ce qui est intéressant par rapport à ce entre guillemets «cet abandon» du sujet de la part des managers, c'est quand vous les interrogez, ils vous disent, hein: «Ça me fatigue, j'intègre régulièrement des nouveaux collaborateurs, ça me prend beaucoup de temps de recruter». Et quand vous creusez avec eux un peu le sujet sur: «Mais comment tu recrutes? Comment tu c'est quoi ton type d'entretien? C'est quoi les critères sur lesquels tu finalement, tu te bases pour, valider ou pas une candidature?» Bah, là, vous ouvrez, souvent j'aime bien prendre cette expression avec le Pantone. Vous savez, quand vous devez refaire la couleur de vos murs, chez vous, bah, on vous demande quelle est la couleur Pantone que vous voulez et finalement vos managers ils disent: «Ben, moi je veux un collaborateur bleu». Bah, d'accord, sauf qu'entre le manager, qui veut un bleu nuit, un bleu, bleu océan, bleu ciel et cetera, c'est pas le même bleu. Donc on peut tous être d'accord sur on veut un collaborateur bleu, sauf qu'à l'intérieur, il y a toute une série de bleus possibles et donc l'enjeu et c'est aussi pour ça que les managers ont tendance à remettre la faute entre guillemets ou en tout cas la responsabilité sur le service RH, c'est de se dire: «Mais quels ont été les critères du recrutement et de l'intégration, parce qu'en fait, quand on parle d'intégration, ça commence dès le parcours de recrutement finalement. Et donc si le collaborateur, a une bonne impression sur le recrutement par le manager, que c'est quelque chose de, carré, de factuel, que les grilles d'entretien sont, les mêmes, que ce soit, le manager A ou le manager B, bah, finalement ça donne aussi cette image d'une entreprise cohérente qui avance tous dans le même sens. Donc finalement, l'un des enjeux clés ici, hein, sur les managers, ça va vraiment être de les aider à structurer l'intégralité du cursus dès le recrutement jusqu'à la finalisation de l'intégration. Et pour le faire, alors il y a plein d'outils qui existent, hein. Nous, on construit pas mal de ces outils avec nos clients. Notamment, il y en a un qui est assez clé, c'est ce qu'on appelle la matrice de compétences. Alors, beaucoup de services RH, quand je leur en parle, me disent: «Ah mais nous, c'est bon, on a déjà nos référentiels» et cetera. C'est très bien, hein. Et puis quand je leur montre les matrices de compétences opérationnelles, ils me disent: «Ah bah, en fait, on va pas aussi loin. On fait pas ça. On s'arrête à ce que les collaborateurs doivent savoir faire, mais pas à quel niveau». Et finalement, ce qui est intéressant dans une matrice de compétences, c'est d'aider vos managers à identifier quel est le résultat attendu, donc de manière très, très pragmatique, hein, très observable, sur chacune des compétences, des grandes missions clés de ces managers. Quel est le résultat observable au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois? Et ça, l'idée, c'est vraiment d'aider vos managers à prendre en compte, que, ben, ils ont une vraie part à jouer dans l'intégration des collaborateurs et sur ce sujet d'évaluation, mais on pourra y revenir. Je te laisse poursuivre du coup. Oui, merci. Parce qu'effectivement, donc avant de parler de solutions, je pense que c'est aussi important de comprendre pourquoi, l'onboarding ne peut, pas être négligé.
Alors déjà, un chiffre, pour planter le décor, aujourd'hui, 33 des collaborateurs ont déjà quitté un poste avant la fin de leur période d'essai à cause d'une intégration insatisfaisante et selon Gallup, seuls 12 estiment avoir vécu, un onboarding réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans toutes ces études, le manager ressort systématiquement comme un facteur clé de réussite ou d'échec. Et Heu, l'utilité de l'onboarding, on la voit surtout quand il y a un problème. Un onboarding raté, ça a un coût en moyenne, comme indiqué sur cette slide, le cabinet Eloitte estime qu'un départ prématuré coûte, 150 du salaire brut de la personne recrutée et au quotidien, c'est aussi, plus de questions basiques, plus d'erreurs, plus de doutes côté recrue, et donc aussi, plus de temps, passé, côté, manager. Donc l'onboarding, est souvent vu comme, une contrainte, alors qu'en réalité, c'est un réel, investissement, qui fait gagner du temps ensuite et mal le gérer représente un enjeu business, pour l'entreprise. Alors, donc le temps file, donc je vais essayer de faire vite, mais quelles sont un peu justement, les problématiques? Donc déjà, un onboarding efficace, donc ce n'est pas un bonus, ni un sujet nice to have, c'est, un véritable accélérateur de business ou un frein lorsqu'il est mal, appréhendé. Parce qu'il conditionne 3 choses clés, dès les premières semaines, donc la montée en compétences, la compréhension clé des attentes et le sentiment d'appartenance et c'est ce qui va permettre à un collaborateur d'être rapidement autonome, aligné, et donc engagé. Côté recrue, il y a aussi des attentes très fortes dès l'arrivée, et ces attentes reposent, très largement, sur le manager. Une nouvelle recrue, attend avant tout, finalement de savoir, ce qu'on attend d'elle, de se sentir attendue, reconnue et d'avoir un manager disponible, structurant, qui donne des repères. Si ces éléments, ne sont pas là dès le départ, le doute, peut très vite s'installer. Et quand l'onboarding est mal structuré, les conséquences sont très concrètes. Donc on l'a vu, un salarié sur 3 a déjà quitté un poste de son plein gré avant la fin de sa période d'essai à cause d'une, intégration insatisfaisante. Mais au-delà de ce chiffre, on observe aussi, plusieurs risques récurrents. Donc une perte d'engagement dès les premières semaines avec un risque de départ, accru dans les 12 premiers mois, hein. Donc on a un risque sur les 3 premiers mois de la période d'essai, mais aussi sur les 12 premiers mois, alors que du temps a été investi, dans ce collaborateur. Heu, un manager non préparé, donc donne aussi une mauvaise, 1re impression, donc un risque pour la marque employeur. La montée en compétences peut être ralentie, ce qui augmente mécaniquement le coût du recrutement. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des irritants, qu'on pourrait largement éviter, donc en apportant, un vrai cadre. Et finalement, ce qui est intéressant ici, hein, c'est vraiment de prendre conscience, c'est pour ça qu'on vous a affiché ces 2 chiffres-là que vous avez vus, hein, le 33 qui ont déjà quitté et 150 du salaire brut annuel. Ça paraît énorme, ça paraît gigantesque et en fait, c'est, ce que dit le cabinet de Deloitte, c'est ça intègre aussi tous les coûts cachés. C'est-à-dire que la non-productivité d'un collaborateur pendant qu'il s'intègre pas bien, le coût d'un nouveau recrutement et cetera et cetera et souvent, quand on échange avec les services RH, ils nous disent: «Mais on a du turnover, on sait le mesurer, ça c'est un calcul qui est assez simple, mais on n'arrive pas à compter, à calculer le coût de ce turnover, combien ça coûte. Et donc finalement, c'est aussi un sujet, lié avec les différentes directions, hein, et notamment la direction générale, de dire: «Si on n'investit pas suffisamment sur le sujet du onboarding, voilà ce que ça coûte très concrètement». Et comme les services RH ont peu l'habitude de faire ce type de calcul, on arrive avec, sa direction en disant: ça coûte cher, c'est compliqué, ça prend du temps, mais on n'arrive pas à le mesurer, on n'arrive pas à le factualiser. Et donc, un des enjeux pour avoir un onboarding efficace, c'est déjà d'investir dessus pour se dire, mais comment est-ce qu'on garantit que, quel que soit le collaborateur, dans quelle que soit l'équipe dans laquelle il va intégrer l'entreprise, il ait un onboarding de qualité. Et la qualité du onboarding, c'est quoi? C'est assez simple. Quand on fait une intégration, on intègre à une entreprise, à une équipe et à un poste de travail. Et donc finalement, le manager, il est ambassadeur, il est responsable d'assurer que le collaborateur se sent bien intégré à la fois au niveau de l'entreprise
c'est un membre de l'entreprise, qu'il est, bien intégré au niveau de l'équipe. Donc c'est un membre de l'équipe à part entière qui travaille au quotidien ensemble, main dans la main et c'est un collaborateur qui est intégré à son poste de travail, c'est-à-dire avec les outils, avec les éléments qui sont, requis pour bien faire son métier. Ça m'arrive très souvent d'entendre, des entreprises me dire: «Ah bah nous, les collaborateurs, on leur donne les outils et les bons outils». Prenons l'exemple des commerciaux, notamment les cartes de visite des commerciaux qui en auraient besoin, qu'à l'issue de la période d'essai. Et en fait, on voit s'ils sont bons avant de dépenser de l'argent pour eux. Bon, bah, là, on voit bien qu'il y a une logique, financière derrière qui est OK, hein, il y a pas de problème. Mais on donne pas tous les moyens aux collaborateurs de nous démontrer qu'il a les bonnes compétences, les bonnes capacités à intégrer l'entreprise. Le message qui est envoyé aux collaborateurs, c'est: «Fais d'abord tes preuves et en fonction de ça, on verra si tu mérites». Bah, on prend le problème à l'envers quand on fait ça. Et donc on voit bien que l'efficacité d'un bon onboarding, c'est garantir une vraie fidélisation des collaborateurs dès le début. Et pour ça, il faut qu'il y ait donc c'est pour ça, hein, que je vous disais juste avant, une espèce de vrai parallèle, un effet miroir entre le recrutement et le parcours d'intégration. Si je vends du rêve, au recrutement qui n'est pas la réalité, ça aussi, hein, c'est un des enjeux clés qu'on voit souvent dans les entreprises. Parce qu'on a un problème d'attractivité, on va dire, pas tout et n'importe quoi, mais on va enjoliver la réalité parfois, hein, au moment du recrutement. Puis quand le collaborateur arrive, il se dit: «Mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit, c'est pas du tout ce que j'avais pensé». J'ai eu des entreprises comme ça qu'on a accompagnées chez Flobo qui étaient Great Place to Work et donc vous savez, c'est ce label qui dit, bah, voilà, les entreprises où il fait bon travailler et la problématique qu'ils avaient, c'est que, les candidats qui venaient, il y en avait beaucoup qui venaient pour le label Great Place to Work et qui disaient: «Ah donc vous êtes Great Place to Work, donc forcément vous avez le baby-foot, vous avez la nourriture gratuite le déjeuner, et cetera, et cetera. Or, cette entreprise-là, c'était exactement le contraire. Elle était Great Place to Work, c'était pour le fond de ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire on responsabilise à fond les collaborateurs, ils sont hyper autonomes, ils peuvent prendre des décisions, tout seuls, ils apprennent très, très vite, ils vont très, très loin, ils montent en compétences, on développe leur employabilité, mais pas du tout, ils peuvent jouer au ping-pong, au baby-foot et ils ont la nourriture gratuite. Et donc dès qu'on évoquait ces sujets-là au moment du recrutement, bah, les candidats disaient: «Ah mais attendez, moi, c'est pas ce que j'imaginais du label Great Place to Work». Donc, vous voyez, il faut toujours faire attention à l'image qu'on veut renvoyer et à la réalité du terrain pour dire: «Nous, c'est cette réalité-là, faut l'assumer, quelle qu'elle soit». Faut l'assumer parce que derrière, ça peut créer cette espèce de choc, chez les candidats qui deviennent des collaborateurs, qui se disent: «C'est pas ce qu'on m'a vendu». Et il y a rien de pire qu'un collaborateur qui vient d'intégrer une entreprise, qui se sent, dès l'intégration, «trahi» entre guillemets. Les mots sont forts, mais vous voyez l'idée, en se disant: «Beh, en fait, on m'a menti» Oui. et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment clé, pour garantir, un bon, onboarding aussi. Oui, complètement et puis, comme tu disais, trahir, c'est assez vrai puisque quand même bah, certains collaborateurs démissionnent d'une entreprise A pour intégrer, l'entreprise B et donc effectivement, bah, l'enjeu est de taille pour le collaborateur et le sentiment de finalement de fausseté peut être assez, puissant. Absolument. Donc, bah, comment faire en sorte, d'impliquer les managers? Pour éviter, ces situations, bah, la clé, ce n'est pas forcément de demander plus d'efforts, hein, c'est surtout d'apporter de la coordination et de la visibilité et donc, bah, on propose, bah, ces petites bonnes pratiques, donc des leviers, pour, justement, accompagner toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce webinaire, pour donner quelques clés. Et donc, bah, le premier levier, et probablement le plus important, bah, c'est de faire en sorte de rendre l'onboarding ultra simple pour les managers. L'idée n'est pas de complexifier, mais vraiment au contraire de leur apporter des solutions. Un manager impliqué, ça n'est pas un manager parfait, c'est un manager à qui on enlève les frictions. Donc concrètement, ce qui fonctionne très bien sur le terrain chez Workello, bah, ce sont des tâches managers qui soient claires, cadencées dans le temps, qui commencent, c'est la bonne pratique en phase de pré-boarding et qui continuent dans le temps, avec des rappels automatiques, aux moments clés pour éviter les oublis, pour que, la charge mentale du manager justement soit allégée. Et puis donner la possibilité aussi au manager de déléguer ou de réattribuer bien sûr ses tâches, hein. L'idée c'est qu'il doit porter un peu cette intégration, mais que s'il est en difficulté, il doit quand même être en mesure de redistribuer, ses tâches au sein de son équipe, de sa propre
propre équipe, mais l'idée, c'est que le cadre soit clair. Il doit permettre au manager, de ne plus avoir à réfléchir sur ce qu'il doit faire, ni à quel moment. Donc moins d'efforts, mais plus d'impact. Le 2e levier, c'est, créer la valeur directe pour le manager. Tant que l'onboarding est perçu comme une contrainte RH, il passera toujours, après le reste du point de vue du manager. Donc, quand au contraire le manager voit que la recrue devient, autonome plus vite, que la relation est plus fluide, dès les premières semaines et qu'il gagne lui-même du temps, à moyen terme, il tout de suite, pour le manager, l'onboarding devient un investissement et non une charge. Donc, pour les aider, chez Workello, certains de nos clients justement mettent, à disposition, de leur manager, dans le cadre d'un parcours d'intégration, par exemple, des communications type prêtes à être envoyées à la recrue, donc pré-écrites, mais qui pourront être ensuite personnalisées par, le manager pour que vraiment cette communication finalement vienne de lui, mais, le travail est pré-mâché. De même, hein, bien sûr des, trames d'échange pour les premiers points, pas forcément, hein, la gestion de la période d'essai en elle-même, mais même des points, d'étape, par exemple, à la fin de la première journée, la fin de la première semaine, la fin du premier mois, pour vraiment, suivre, s'assurer que le manager prenne un peu le pouls régulièrement de sa recrue. Et puis, le partage des rapports d'étonnement et des questionnaires de satisfaction qui sont prévus dans les parcours. Certains clients les partagent justement aussi à leur manager, pour que le manager se rende compte de l'impact, de son propre impact sur la qualité, de l'accompagnement. Ensuite, le 3e levier, c'est, les rituels. Installer des rituels managériaux qui soient simples et visibles. Parce que, on observe que les onboardings qui fonctionnent, sont, rarement complexes, donc mais surtout, rythmés dans le temps. Donc, par exemple, les petits rituels qui font la différence, ça va être, de prévoir un premier contact de la part du manager, auprès du collaborateur avant son arrivée. Parce que, le manager a tendance à penser que, finalement son rôle, sa relation avec son collaborateur démarrera le jour J de son arrivée, alors que le collaborateur, lui pense à son manager pendant toute cette période avant. Et donc un petit contact, ça serait c'est très bien apprécié en général, côté collaborateur. Et puis bien sûr, une arrivée soignée avec, pourquoi pas l'organisation d'un petit déjeuner d'équipe, un déjeuner aussi d'équipe, réalisé dans la semaine, et cetera. Et puis, des points, déjà bloqués dans l'agenda du collaborateur, qui soient, réalisés déjà à 1 semaine, à 1 mois, voire jusqu'à la fin, du 3e mois, pour que même le collaborateur soit, lui-même rassuré sur, finalement le planning de son intégration, mais que ce planning soit aussi, validé et organisé par le manager. Vraiment l'idée c'est que les rituels, sont là pour rassurer la recrue, mais aussi permettre de structurer le manager et créer de la confiance qui soit finalement, à la fois côté collaborateur et côté, manager. Ensuite, le 4e levier, donc, c'est harmoniser les pratiques. Concrètement, alors là, je vais aussi un peu répondre à des questions que j'ai vues passer dans le chat, notamment de Imen. Le concrètement, harmoniser alors l'onboarding, ça passe par un cadre structuré et une philosophie d'entreprise. Un onboarding complet et bien réalisé, doit pouvoir amener la nouvelle recrue à un statut où celle-ci se sent responsable, engagée, concernée par les enjeux, de l'équipe et de l'entreprise. Un manager qui aura bien accompagné sa nouvelle recrue récoltera, le fruit de ses efforts, finalement, un collaborateur, rapidement opérationnel et motivé. Donc il est donc primordial que le manager fasse sentir à sa recrue que son but est avant tout de l'accompagner, et cette approche est une approche qui doit être, portée par la direction, ou l'équipe RH, et appliquée à toute l'organisation via un cadre clair, harmonisé et structuré. Donc vraiment l'idée, c'est que
les pratiques doivent être validées à l'échelle, à l'échelle de la direction. Le cadre va permettre ensuite d'apporter une bonne coordination entre toutes les parties prenantes. Chacun, saura, ce qu'il a à faire et quand. Et les 2 derniers leviers, je vais les mettre ensemble, donc communiquer et accompagner la conduite du changement. Parce que, on ne peut pas demander aux managers, de changer les pratiques sans les accompagner. Et en fait, je vais donner des exemples, de clients, Workelo, qui nous ont d'ailleurs partagé ces bonnes pratiques dans le cadre d'un précédent webinar. On a par exemple le cas, chez Chris, qui nous ont, expliqué que, les managers ont été impliqués, très tôt dans la réflexion, autour de l'onboarding. Donc avant finalement de généraliser, un cadre, d'intégration, ils ont d'abord été impliqués dans la réflexion pour, finalement identifier, leurs irritants, les gommer, comprendre leurs contraintes, et finalement co-construire, des solutions réalistes. Et on a aussi l'exemple chez, TD Synnex, qui a fait en sorte que la communication soit, très transparente, au sein de toute l'organisation, avec la participation de managers pilotes qui ont ensuite été, mis en avant. Donc ces managers ont co-construit comme, pour Chris, mais ensuite, ils ont aussi, pu, répandre la bonne parole, et expliquer, finalement et épouser finalement aussi cette nouvelle approche. Eugénie, je Et me permets, il nous reste oui, 4 minutes. allez, je te laisse la main, je t'en prie. Peut-être que tu as Non, des non, mais choses à c'est excuse-moi. intéressant, sur le en fait, c'est vrai que ce sont des sujets quand on regarde un peu, les bonnes pratiques qu'on a, une des meilleures pratiques qu'il peut y avoir en fonction des volumes de recrutement que vous avez, c'est essayer, hein, d'un point de vue logistique, de faire des promotions. L'effet promo, donc je vous disais tout à l'heure, hein, intégrer les collaborateurs, c'est intégrer à l'entreprise, à l'équipe et au poste. L'effet promotion, c'est-à-dire on intègre tous les collaborateurs la première semaine de chaque mois, par exemple, ça a des avantages énormes d'un point de vue logistique, bien sûr, mais surtout d'un point de vue intégration, à l'entreprise. Là aussi, souvent les entreprises hésitent, à, créer des parcours d'intégration communs à l'entreprise, à tous les niveaux de l'entreprise. L'entreprise dans laquelle j'étais précédemment, on faisait ça, y compris pour les dirigeants. C'est-à-dire qu'un directeur qui a intégré le comité de direction était intégré au même niveau qu'un autre collaborateur, quel qu'il soit, dans la même journée d'intégration pour présenter l'entreprise. On travaillait ensemble toute la journée. Donc ça montre aussi à chacun l'implication, de tous les niveaux de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Sur la partie simplification, l'enjeu, c'est vraiment de donner les bons outils aux managers. Un des outils fondamentaux, je me souviendrai toute ma vie d'un manager qui disait: «En fait, moi, je veux bien recruter et intégrer ce que vous voulez, mais c'est quoi les critères?» C'était un nouveau manager, hein, dans l'entreprise, il venait d'être recruté et il disait: «Mais moi, je veux bien recruter des collaborateurs tels que l'entreprise le souhaite, mais c'est quoi la grille? C'est quoi l'évaluation? C'est quoi les critères qu'on recherche chez un collaborateur? Et comment est-ce que je l'accompagne? Et la semaine 1, qu'est-ce que je dois évaluer? La semaine 2, qu'est-ce que je dois regarder? Et donc finalement, on a co-construit avec le manager et avec d'autres managers, justement, ce sujet d'évaluation. En France, c'est un sujet qui est un peu, tabou, hein, c'est un peu un gros mot, l'évaluation. Mais en fait, quand vous prenez le sujet, la période d'essai, c'est, une évaluation du collaborateur vis-à-vis de l'entreprise, de son manager, de son équipe, mais c'est aussi une évaluation du manager vis-à-vis de ce collaborateur pour dire: «Est-ce qu'il va être au niveau? Est-ce qu'il va être compétent au bon niveau requis?» Et donc ça, faire des modules de formation, accompagner le, collaborateur qui intègre l'entreprise de manière progressive et avoir une grille d'évaluation très pragmatique, très opérationnelle de la part des managers, ça aide les managers à s'impliquer, ça les oblige quelque part à s'impliquer parce que, à la fin de la période d'essai, ils vont plus vous dire: «Oui, oui, oui, je le garde, mais juste parce que j'ai personne d'autre», pour vous dire 2 semaines après, là où la période d'essai est finie, comme ça arrive beaucoup trop souvent encore en entreprise: «Ah bah, finalement, j'en veux plus». Donc finalement, créer cette période-là comme une période de montée en compétences progressive, on est bien sur un sujet de formation. Je dois faire acquérir des nouvelles pratiques, des nouveaux comportements aux collaborateurs. Le manager va devoir s'impliquer, que ce soit lui directement ou des membres de son équipe, mais surtout avec des grilles, des checklists, des jalons tout au long de ce parcours qui peut durer 2, 3, 4 mois. C'est pas gênant à partir du moment où on a fixé le niveau d'autonomie requis à l'issue de la période d'essai. Donc c'est vraiment le point, le plus important.
ce qui va nous permettre de passer, aux questions, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes qui arrivent, sur les 5 dernières minutes qu'on se laisse. Oui, alors d'ailleurs, avant de passer à la session de questions-réponses, on va proposer en fait de répondre à un rapide questionnaire justement si vous souhaitez, aller plus loin sur le sujet de l'implication des managers et comme ça, si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, on pourra peut-être reprendre le fil, via, ce, questionnaire qu'on va vous lancer tout de suite. Et en même temps, je vais, et pendant cette session de questions-réponses, on va rester sur cette slide que vous allez pouvoir, récupérer, qui est un peu les bonnes pratiques, sur, finalement le cadencement avec différents types d'actions, à mettre, sous la responsabilité du manager en phase de pré-boarding, à partir du jour J de son arrivée et dans les 90 jours qui suivent son arrivée. Comme ça, vous avez un petit peu, déjà des petites pistes, des petites idées, à mettre, en place. Hem, alors, donc, peut-être c'est pour une question pour toi, Jonathan, c'est dans le cadre d'une Ouais. journée d'intégration commune type promotion, une question d'Anaïs, ce n'est pas porté par le manager du coup? Absolument. Donc, là, l'objectif, hein, ici, ça va être, plutôt de faire porter ça par le service RH ou une direction et ça peut tourner d'ailleurs, histoire d'impliquer l'ensemble des directions sur le sujet du onboarding. Chaque manager de direction est censé pouvoir, intégrer de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Il est le porte-voix de l'entreprise. Donc, ce genre de journée d'intégration, est souvent, très, très forte en émotions, très, très forte en messages clés qu'on fait passer. Moi, j'invite très souvent le directeur général ou un membre de la direction, ne serait-ce qu'au moment du déjeuner, à venir échanger avec les nouveaux collaborateurs. On est en train de reconnaître que, ben, on a des nouvelles forces en présence, des nouvelles compétences qui arrivent dans l'entreprise. Il faut aussi les reconnaître. Donc ça peut être important, mais effectivement, ça sera vraiment le manager opérationnel de terrain, qui fera cette journée-là. J'en profite parce que je vois que juste en dessous, il y avait les arrivées ponctuelles. Donc si vous n'avez pas la possibilité de faire cet effet de promotion et que vous avez donc des arrivées ponctuelles, bah, tant pis. Sauf que la difficulté, c'est que les arrivées ponctuelles, là, pour le coup, c'est souvent le manager qui va, les prendre en charge, mais il faut quand même que, ce collaborateur se sente intégré à l'entreprise. Donc là, ça dépend beaucoup de la configuration des entreprises. Soit le manager, il est au siège, avec le reste des services de l'entreprise et c'est dans l'entreprise, c'est dans un seul bâtiment et dans ces cas-là, bah, pas de souci, pour que le manager puisse présenter l'ensemble des équipes ou, l'ensemble des directions et lui faire le tour des locaux et cetera et cetera. Mais, quand vous êtes dans un schéma un peu plus éclaté avec, des, heu, des services qui sont un peu répartis partout en France ou ailleurs, bah, là, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est toujours de faire en sorte que j'accompagne le collaborateur, moi, en tant que manager et je dois porter le discours de l'entreprise et il faut toujours commencer par la même chose, que ce soit le manager ou un directeur qui porte le sujet, c'est quelle est la vision de l'entreprise? Quelle est son ambition? Et finalement de descendre l'entonnoir pour dire: «Voilà pourquoi on a créé ce poste-là et voilà la mission que tu as en lien avec la stratégie de l'entreprise». Ça, c'est quelque chose que les managers oublient beaucoup trop souvent de faire, c'est de faire la relation, la passerelle entre les enjeux, la vision et l'ambition de l'entreprise et le poste du collaborateur et tous les postes de toutes les entreprises ont forcément un lien avec l'ambition, la vision et la stratégie de l'entreprise à long terme et sauf que si le collaborateur, il n'en a pas conscience, ben, qu'est-ce qui fait qu'il travaille pour cette entreprise et pas pour celle d'en face, en fait? Donc ça, Oui. c'est vraiment important d'impliquer là-dessus, hein. Oui, oui et alors bon, sur Workelo, on a, la problématique, enfin, n'existe plus, le fait d'avoir des intégrations, espacées dans le temps et puis, on peut en avoir, en janvier, en février, en mars. Là, c'est pas tellement une problématique puisque, bah, justement, avec Workelo, le cadre est prévu et toutes les actions sont cadencées dans le temps en fonction de la date du jour de l'arrivée, ce qui va permettre finalement enfin, de vraiment simplifier toutes les actions que le manager a réalisées, il sait exactement ce qu'il a à faire quand, donc voilà, c'est assez simple pour le coup. Alors je vois que beaucoup demandent le replay. Oui, oui, vous le recevrez, toutes les personnes inscrites à ce webinaire recevront, le replay, même ceux qui y participent. Hem, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions.
Oui, a priori, Hem, on a bien répondu, je pense, à tout. Alors sur les arrivées ponctuelles, oui, tout ce qui est, intérim, CDD et cetera, pareil, souvent on a pu entendre, «Ah bah, c'est juste des intérimaires, donc il y a pas besoin de faire un parcours d'intégration». Souvent l'intérim peut aussi servir de phase de période d'essai finalement. C'est quand même intéressant et important, même pour des intérimaires, de prévoir une intégration qui peut être plus courte, qui peut être un peu, rabotée, hein, on est bien d'accord, mais au moins sur les éléments essentiels, y compris de messages de, qui est l'entreprise, dans quelle entreprise tu viens, d'arriver. Parce que, ben, les intérimaires aussi peuvent faire face à des clients, à du personnel, et donc à être en capacité de parler de l'entreprise, c'est quand même intéressant. Et tout à l'heure, je voyais aussi une question sur les critères de réussite. C'est vrai que on n'en a pas parlé. Les critères de réussite, clairement, bah, ça va vous allez rapidement le voir, c'est la réduction du turnover, tout simplement. À partir de surtout donc sur les 12 premiers mois, à partir d'une bonne intégration à partir du moment où bah, l'implication du manager est évidente, vous verrez forcément drastiquement le turnover se réduire et donc l'impact sera réel sur finalement le coût de vos recrutements. Et tu en parlais, Jonathan, mais effectivement, tous les recrutements courts, donc intérimaires, CDD, même alternants d'ailleurs, ce sont des futurs peut-être collaborateurs boomerang, donc des personnes qui reviendront dans votre entreprise, des personnes qui auront déjà fait leurs preuves, qui auront montré déjà leur efficacité, leur implication pour lesquelles vous aurez déjà un retour d'ailleurs de leur manager et donc assurer une bonne intégration pour eux est également essentiel et ça réduira à terme vos coûts de recrutement. Donc c'est très important, et pour, comment le mettre en place? Bah, c'est de prévoir des parcours, différents. C'est-à-dire que on peut prévoir des parcours longs pour par exemple, collaborateurs qui ont des préavis assez longs, donc on va prévoir une période de pré-boarding, avec beaucoup finalement de ressources sur, des contenus pour acculturer le collaborateur et puis, au contraire, bah, pour les, CDD, intérimaires et cetera, là, on va pouvoir, pourquoi pas envisager ce qu'on appelle parcours flash avec un peu moins d'informations, un cadencement un peu différent, voilà. Mais tout est, très facile à mettre en place, en tout cas, surtout quand on a la possibilité de digitaliser, l'intégration. Il y a une dernière question à laquelle on peut peut-être répondre avant de clôturer, sur les intégrations ou pour des collaborateurs 100 à distance, hein, de ce que je vois. Ce qui peut être intéressant, c'est de leur donner une mission de diagnostic. En fait, ce qui va être intéressant avec un collaborateur, alors c'est vrai aussi pour des collaborateurs qui sont, en présentiel, hein, bien sûr, mais quand on est à distance, la difficulté, c'est de créer ce lien avec l'entreprise, avec les enjeux, les difficultés de l'entreprise. Parce qu'on n'est pas dans son quotidien, d'accord? On travaille à distance, donc on n'est pas connecté avec les autres. Alors il y a des outils aujourd'hui, hein, qui existent pour, simuler la vie d'entreprise en ligne, mais les résultats montrent que pour l'instant ça marche pas bien. Les gens y vont pas vraiment parce qu'il y a pas beaucoup d'enjeux. Prendre un café virtuel, juste avec un petit bonhomme qui se déplace, c'est sympa, mais c'est pas forcément, la clé. L'idée ici, c'est de dire, bah, à toi collaborateur, on va, te donner accès à un certain nombre d'éléments, de documents, de process, de procédures et donc on va te demander de nous faire une espèce de rapport d'étonnement, mais sur ces procédures-là, sur ces éléments-là clés, de la vie de l'entreprise, de notre résolution de problèmes, de comment est-ce qu'on, travaille ensemble et cetera, qui permettrait d'impliquer un peu plus, ces collaborateurs, en full télétravail et ça passe aussi par des modules e-learning d'intégration, de formation au poste, de formation à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'éléments comme ça que vous pouvez mettre en place pour, favoriser la montée en compétences à distance de vos collaborateurs avec, des visios, à horaires, réguliers. Ça peut être tous les vendredis à 14 heures. On se fait un point d'une demi heure. Ça, c'est aussi une bonne pratique qu'on essaie de mettre en place dans beaucoup d'entreprises. C'est que les managers fassent un point de 5 minutes tous les soirs, les 15 premiers jours et en fait, c'est tout bête, mais 5 minutes, ça permet de dire aux collaborateurs: «Est-ce que tu as bien eu tous les outils qu'il te fallait pour travailler aujourd'hui? Oui, non. Est-ce que tu as bien tous les outils qu'il te faut pour travailler demain compte tenu de tes missions? Est-ce que tu as des questions?» Et les 5 minutes, elles paraissent, toutes bêtes, c'est tout petit, c'est rien du tout et en fait, ça crée le lien avec un collaborateur qui dit: «Je fais attention à toi». Une des questions à laquelle on passe très souvent à côté dès le premier jour, c'est juste: «Où sont les toilettes?»
Ça paraît tout bête. C'est compliqué pour un nouveau collaborateur de dire: «Au fait, où est-ce que je peux aller aux toilettes?» C'est pas toujours évident. C'est aussi au manager, à l'équipe d'enclencher et donc voilà, 5 minutes par jour, c'est rien du tout et c'est assez efficace. Et puis on peut, enfin, notamment en phase de pré-boarding, tous les futurs collaborateurs finalement sont en distance, sont en distanciel puisqu'ils ne sont pas encore dans les murs Exactement. et bien, l'idée c'est aussi de pousser des contenus vidéo, qui vont, justement les leur faire découvrir l'entreprise, de leur gamifier un peu leur parcours d'intégration via des quiz, via des contenus qui vont aussi présenter, la future équipe et donc, bah, c'est la même approche existe en phase d'onboarding. Le collaborateur est déjà dans les murs, tu en parlais, mais c'est à ce moment-là qu'on va aussi, donc il est dans les murs, mais pas forcément là puisqu'il est en télétravail, mais on va aussi, continuer à lui apporter, des ressources, bah, lui prévoir des formations et cetera. Donc oui, donc c'est tout à fait possible et assez c'est assez simple, ça peut être assez simple à mettre en place quand on a les bons outils pour le faire. Exactement. On va devoir clôturer puisque de toute façon, on va se voir couper, par C'est ça. l'outil. Merci beaucoup Jonathan, c'était Merci un Eugénie. plaisir de co-animer ce webinaire avec toi. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Bien sûr, hein, le replay sera envoyé à la suite et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez, des besoins et des questions. Merci à tous, très bonne journée. Merci, au revoir.